Salut à tous les amis, aujourd'hui une vidéo un peu particulière puisque je vais parler d'entrepreneuriat et non d'immobilier. J'ai plein de choses à vous raconter, je vais vous parler un petit peu du parcours d'entrepreneur que j'ai pu avoir et qu'on a pu avoir avec Émilie puisqu'elle est associée avec moi sur toutes les boîtes qu'on a créées depuis le début. Donc moi j'ai commencé dans l'investissement immobilier à peu près en 2013 et on a commencé l'entrepreneuriat à partir de 2015. On était tous les deux salariés encore avec Émilie et on a lancé notre première société qui était Club Immobilier. Alors c'était pas sous le nom Club Immobilier, c'était au nom de la holding au départ, puisqu'on savait pas trop en fait si ça allait être une activité qui allait durer ou pas. Donc on l'a fait au début, on va dire pas sans structure, mais avec une structure qui n'était pas forcément adaptée. J'espère qu'à prescription, ça fait bientôt 10 ans. Donc voilà, mais bon, il y avait quasiment rien qui avait été fait et tout avait été déclaré. Non, tout ça pour dire que en fait on a commencé doucement sans savoir si ça allait être une activité temps plein ou pas. Là en 2015, on se lance et on tente une première aventure dans laquelle on fait de l'accompagnement à l'investissement immobilier, c'est-à-dire qu'on propose tout simplement à des particuliers de les accompagner pour investir. On les aide à trouver le bien, on les aide à gérer les travaux, etc. Moi, j'étais un ancien conducteur de travaux, donc ça a continué dans mon activité précédente en soi. Et donc, on commence à développer ce truc-là et on a une énorme demande. On a une énorme demande à ce moment-là. Pourtant, on a peu de visibilité sur les réseaux. Là, on parle de 2015. Mais voilà, on commençait un petit peu à parler de nous. On avait fait quelques interviews sur la partie investissement IMO et du coup on organisait des petits événements, des apéros à Paris et c'est comme ça qu'on s'est fait un peu plus connaître et qu'on a développé notre clientèle, on va dire. Donc on fait ça pendant 1 an et demi à peu près et au bout d'un an et demi à bosser comme des cons, à quitter notre emploi pour faire que ça, on se rend compte, 2 ans peut-être, pas 1 an et demi, 2 ans, on se rend compte que finalement on n'est pas rentable. On se rend compte qu'on ne gagne pas d'argent. Qu'on bosse comme des fous, que tous les soirs on bosse jusqu'à 23h minuit, qu'on bosse tous les week-ends, qu'on n'a pas de vacances, mais on s'en rend pas compte et on le regarde pas. C'est-à-dire que la première année on était salarié en même temps, donc c'était de l'argent de poche, c'était pas grave, et la deuxième année, en fait on avait négocié pour moi une rupture conventionnelle et Émilie c'était une fin de CDD je crois, et du coup elle avait pu avoir Pôle emploi. Du coup pareil, c'est un complément, on le voit presque comme un complément de revenu, donc on gagne pas d'argent spécifiquement avec ça, mais on gagne, quand je dis pas d'argent, c'est on gagne 1000 ou 2000 balles par mois une fois qu'on a tout payé. Mais on regarde pas ça, parce que on est tellement dans le travail, on bosse tellement qu'on se rend même pas compte qu'on gagne pas d'argent. Et il a fallu, je vous dis, 2 ans quasiment pour se dire, attends, on va regarder le bilan de la société. Et quand on fait le bilan, on se rend compte qu'on a généré, je crois, pour pas dire de bêtises, à peu près 25 000 euros de bénéfices. 25 000 euros de bénéfices sur une année de travail, qui était une année folle, sur laquelle on a bossé énormément. Et on se dit surtout, au-delà de, on a gagné que 25 000 euros de bénéfices, en sachant que 25 000 euros de bénéfices, une fois que tu te le verses, tu payes la flat tax. On n'était pas salarié de la boîte, donc on n'avait pas de rémunération au-delà de ces 25 000. Donc du coup, on se dit, on est au max de ce qu'on peut faire. Parce qu'on est au max, puisqu'en fait, on bosse 7 jours sur 7, pas 24-24, mais on bosse énormément, on ne peut pas bosser plus. Donc, il va falloir bosser de manière plus intelligente. Et donc, on se dit, ça ne va pas du tout, on revoit tout le modèle économique, on change complètement l'activité, c'est-à-dire qu'avant on cherchait des biens pour les gens, maintenant on ne les cherche plus, on les aide à chercher des biens, on augmente nos tarifs, on perd 80% de nos clients, on rembourse une partie de notre clientèle puisque du coup il y avait un acompte qui était versé et on a l'impression de redémarrer à zéro cette fois-là, mais avec du coup la possibilité de gagner de l'argent avec. Puis ce modèle économique va évoluer en parallèle puisqu'on découvre le monde de la formation en ligne et on commence à se mettre en parallèle à la formation en ligne. La formation en ligne qui dans notre activité prend de plus en plus de place au fur et à mesure des années jusqu'à aujourd'hui où sur la partie club immobilier c'est quasiment que ça. Donc ça c'est l'évolution qu'on a pu avoir sur la partie notamment club immobilier qui a été la première boîte qu'on a créée. Alors il y a eu plein d'autres choses qui ont été faites entre temps, plein d'idées qui ont été développées, il y a plein de boîtes qui ont été créées dont je ne peux pas forcément parler aujourd'hui puisque certaines sont en cours de fermeture ou vont fermer. Tout ça pour vous expliquer que quand on est entrepreneur ou quand on est futur entrepreneur, on a cette envie de continuer à grandir et à se développer. Et cette envie, il peut se faire à travers de la croissance interne pure, en disant je vais développer mon entreprise en proposant, en allant chercher juste plus de clients. Tu vois, en disant, ok, par exemple, si c'est la pub qui vous amène des clients, c'est je vais faire plus de pubs, ça va amener plus de clients et c'est la croissance interne. Ou alors de la croissance externe. Et cette croissance externe, elle peut se faire de 2 manières. Soit je vais le faire en disant je vais créer de nouvelles boîtes, et on avait créé ce qu'on appelle un startup studio pour ça. Donc en fait, on était convaincus que
notre développement devait passer par la création d'un écosystème et cet écosystème, on devait le créer nous-mêmes. On devait créer notre propre écosystème. Et c'est pour ça qu'on a créé un cabinet comptable. Pour ça qu'on avait créé une boîte de domiciliation de société qui n'a jamais été lancée. On l'a créée. On avait créé, enfin bref, plein de boîtes autour du monde de l'immobilier en disant on va créer un écosystème pour accompagner nos élèves dans toutes les étapes de leur projet de vie, notamment liés à l'investissement immobilier. Donc on a créé plein de choses par rapport à ça, on a créé des choses sur la partie crypto, mais parce que la partie crypto c'était un complément et c'était en phase de bull run à ce moment-là, et donc du coup c'était l'opportunité qui a fait que on l'a créé, mais nous on est sorti de cette boîte-là. Donc il y a eu plein de choses qui ont été faites parce qu'on s'est dit que c'était une bonne idée de le faire. Quelques années après maintenant, puisque ça fait 3, 4, 5 ans pour certaines des boîtes qu'on a créées, la première c'était en 2019, c'était le cabinet comptable qu'on a créé juste après en fait la partie Club Imo. Et en fait quelques années après maintenant, donc 4-5 ans après, on se rend compte que finalement, c'est triste de dire ça, mais plus de 50% des boîtes vont fermer. Plus de 50% des boîtes ne vont pas aller au bout. Et sur ces 50%, il y en a peut-être la moitié qui nous ont fait perdre de l'oseille. Donc, on a bossé, on a développé, on a recruté, on a pris des gens, on a investi de l'argent et on a perdu de l'argent. On a perdu de l'argent, pourquoi? Pour une raison très simple. On a perdu de l'argent parce que le modèle économique n'avait pas été vérifié et qu'on l'a testé en faisant. Et dans certains cas, le modèle économique n'existait pas. On n'avait pas de modèle, en fait. On ne savait pas ce qu'on allait retrouver. Tu peux faire des business plans, tu peux faire ce que tu veux, d'accord? Tu peux dire, oui, mais dans tel domaine d'activité, en général, il faut faire ça, voilà comment ça se passe, etc. Mais la réalité, elle n'est pas comme ça. La réalité, elle est plus compliquée que ça. Donc, tu as beau faire des plans sur la comète, tu as beau réfléchir, en fait, ça se passe pas forcément, même ça se passe jamais comme tu veux. Et donc, il y a plein de boîtes sur lesquelles on investit beaucoup d'argent. Et une des boîtes qui est encore en activité, sur laquelle on a investi plus de 600 000 euros, donc on est à 600 000 euros de perte actuellement sur cette boîte-là, c'est une boîte sur laquelle on n'a toujours pas trouvé aujourd'hui le modèle économique qui nous permet de gagner de l'argent. Donc pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que je vous parle de tout ça parce que je veux que vous compreniez que quand on est entrepreneur, on a une envie de croissance. Et pour moi, pendant longtemps, la non-croissance c'était la perte de l'entreprise, c'était la perte de l'envie. Et tout passait par la croissance. Et notamment la croissance externe sur le fait de créer de nouvelles activités. Je suis un boulémique de création de boîtes. J'adore ça. Je ne vis que pour la création de projets. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je me soigne, entre guillemets, sur cette folie en fait, de création et que j'apprenne, à me focus et 2, à arrêter de vouloir créer des choses qui existent déjà et qui ont été potentiellement testées. J'en viens où? J'en viens qu'à un moment donné, on a eu l'opportunité de racheter une boîte. Parce qu'on avait déjà développé Club Immobilier, c'était une boîte qui était dans la formation et on se rend compte que finalement, on sait faire avec la formation. C'est un modèle qu'on connaît, qu'on comprend. Et on se dit, on va reprendre l'activité, une autre activité, toujours liée à la formation, mais sur d'autres stratégies d'investissement. Donc cette boîte-là, on l'analyse, on regarde, on négocie le prix, on se met d'accord et on rachète. C'est la première boîte qu'on a rachetée. Et au début, tout se passe bien, on fait un premier lancement, on rentabilise quasiment l'achat de la société en 2 mois ou 3 mois, parce qu'en fait, on fait un lancement et on utilise la communauté de Club Immobilier pour faire ce lancement et ça nous permet de rentabiliser l'investissement. Donc au début tout se passe bien, mais malgré tout on a du mal à relancer cette boîte parce qu'il y avait plein de paramètres que j'avais pas pris en compte, notamment l'appartenance au fondateur, le fait qu'elle avait été mise en pause, on va dire pendant 1 année quasiment. Donc tout ça, ça a été compliqué à relancer, l'ADN de la boîte, etc. qu'on a du mal à retrouver et à retransmettre. Et jusqu'à présent, en soi, c'était pas une mauvaise opération, c'était pas une opération très rentable, mais c'était pas une mauvaise opération en tant que telle. Et récemment, fin d'année dernière, j'en ai jamais parlé encore sur les réseaux, et là je peux en parler maintenant, on a eu un premier contrôle fiscal. Et c'est notre premier contrôle fiscal depuis la création, depuis le début, depuis qu'on a créé et qu'on a entrepris. Et sur ce contrôle fiscal, on a eu un problème, notamment un contrôle fiscal lié à la TVA. Et on s'est rendu compte, à ce moment-là, qu'il y avait des problèmes. Et ces problèmes, ils dataient d'avant l'achat de cette société. Et comme on n'est pas malin et qu'on n'est pas formé à ce moment-là, qu'on n'y connaît rien à la reprise d'entreprise, on ne fait pas de garantie actif-passif, donc on ne se protège pas. Et on ne se protège pas
et on se retrouve à avoir un contrôle fiscal qui est équivalent, on va dire, à 4 ou 5 fois le prix de rachat de la société. Donc on a payé 4 fois en gros le prix de rachat de la société en redressement fiscal. Redressement fiscal sur un sujet sur lequel on n'avait pas la volonté de mal faire, c'était une non-connaissance de notre part, sur lequel le cabinet comptable qui gérait à l'époque ne l'avait pas vu, le commissaire aux comptes ne l'avait pas vu, et du coup nous on s'est fait retoquer. Donc de toute façon tu peux pas faire grand chose, la TVA en plus l'État, il n'y a pas trop de négociations dessus, donc tu payes. Et au final, j'aurais eu l'information à ce moment-là, et j'aurais eu là une personne qui m'aurait dit « Guillaume, fais pas le con, prends une garantie actif-passif », j'aurais économisé beaucoup d'argent, plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc là, c'est vrai que forcément, cette boîte-là, ça fait mal, parce que finalement, une boîte qui était un investissement qui n'était pas forcément le meilleur, mais qui était quand même pas nul en soi, se retrouve à être un vrai gouffre financier, un énorme frein dans le développement, alors que tu pensais que tu avais fait une super opération au départ. Tout ça pour vous dire que, créer des boîtes, c'est compliqué. Et créer des boîtes, c'est risqué parce qu'on peut perdre de l'argent. Et plus on a d'argent, plus on peut en perdre. Parce que, on se dit que, à un moment donné, ça va, c'est normal. Il faut injecter un peu d'argent pour avoir de l'argent. On en met, jusqu'au moment où finalement, on en a mis. Il n'y a jamais eu de retour sur investissement et tu en as juste perdu. Et donc ça a été lié aussi au fait qu'on a eu une phase dans notre parcours d'entrepreneur, et tout ça en fait j'en parle pas, c'est la première fois que je parle de ça. On a eu une phase où on a gagné beaucoup d'argent, et en fait cet argent on l'a toujours réinvesti, on n'a jamais voulu le garder. Donc, on l'a réinvesti dans des actifs, on les a réinvestis dans des projets plus ou moins risqués, et en fait plus on a d'argent, en tout cas c'est mon cas, plus j'ai eu d'argent, plus j'ai pris des risques. Et plus j'ai pris des risques sur des sommes élevées. Et j'ai fait des choix que j'aurais pas dû faire, des choix qui n'étaient pas raisonnables en soi et pas raisonnés suffisamment, parce que tu te dis, c'est pas grave, il suffit que je bosse pendant 2, 3, 4 mois et je vais récupérer l'oseille. Parce que tu gagnes de l'oseille à un moment donné, et en fait j'ai appris avec le temps que, ok, gagner de l'oseille c'est bien, le garder c'est mieux. Et ça c'est une grosse difficulté, je pense, de beaucoup d'entrepreneurs qui ont gagné de l'argent à un moment donné, ou beaucoup d'argent à un moment donné, de garder l'argent, d'arriver à garder. Ça ne veut pas dire que tu ne l'investis pas, c'est-à-dire de l'investir sur des choses solides, stables, et pas faire des folies. Donc le premier apprentissage que je veux vous évoquer, c'est créer des boîtes, c'est compliqué, parce que surtout quand tu veux être novateur et que tu veux changer des choses et que tu as des idées qui sont des modèles économiques qui ne sont pas validés et vérifiés. Deuxièmement, racheter des boîtes, c'est compliqué, d'accord? Surtout si tu n'es pas formé. C'est-à-dire que si tu ne connais pas, si tu ne comprends pas comment ça marche, comment racheter une boîte, c'est sûr que tu prends un risque. Mais sans ce problème-là, si on avait juste fait ce choix-là, en réalité, on n'aurait pas perdu d'argent sur cette boîte. Et si j'avais été formé correctement, j'aurais fait certainement soit ce rachat très différemment, soit j'aurais pas fait ce rachat. Tout ça pour dire que racheter des boîtes, à la différence de créer une boîte, c'est qu'on rachète un modèle économique qui est validé et vérifié. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai racheté une boîte qui tenait parce qu'il y avait un fondateur qui était là. Aujourd'hui, quand on rachète des boîtes, et pendant la semaine des repreneurs, justement, Nicolas va vous en parler, il rachète des boîtes sur lesquelles le fondateur, le créateur, le directeur général, ce que vous voulez, lui, aujourd'hui, il a peu d'impact sur sa boîte. On est sur des tailles de boîtes qui permettent d'avoir un fondateur, un créateur ou un gérant qui n'est pas indispensable dans la boîte. Et si ce mec-là, il n'est pas indispensable, alors ça veut dire que on peut le remplacer facilement. Et du coup, ça veut dire que le faire partir et le remplacer par quelqu'un d'autre ne met pas en péril la survie de la boîte. Donc pour moi, aujourd'hui, l'apprentissage de toutes ces années-là, c'est de dire que finalement, on va arrêter de créer des boîtes, et j'ai pris la décision d'arrêter d'en créer et que je vais me focaliser uniquement sur du rachat. Et de se dire, le rachat, aujourd'hui, c'est beaucoup moins risqué selon moi que créer une boîte. Parce que, encore une fois, tu rachètes à des prix qui sont quand même très faibles par rapport à l'énergie que le mec a mis dedans. Il faut comprendre qu'il y a des boîtes, ça fait 100 ans que de génération en génération, le père et le fils ou la fille se transmettent en fait cette société-là, qui bosse comme des malades depuis 100 ans. Et à la fin, en gros, toi tu dis, ok, en 7 ans, je l'autofinance et potentiellement je me sors en salaire avec.
Ça veut dire que toi, en 7 ans, quasiment sans mettre d'argent ou un petit peu d'apport, tu vas te retrouver à autofinancer le rachat d'une boîte que les gens ont mis 100 ans à créer. Donc oui, évidemment, certains pourraient se dire bah, c'est injuste en fait de racheter une boîte comme ça. Mais en fait, cette boîte-là, si tu la rachètes pas, cool, elle ferme. Aujourd'hui, un mec qui a 70 ans, qui a une boîte avec 10 salariés et qui a ses enfants qui ne veulent pas reprendre, qui n'a pas de possibilité d'avoir quelqu'un pour le succéder, ben en fait, il cherche un repreneur. Il cherche quelqu'un qui va le succéder, qui va finalement continuer à prendre soin de sa boîte et s'occuper correctement de ses salariés et de ses équipes. Donc au-delà de l'aspect purement financier, de se dire je vais faire un coup en vendant, parce qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui de vendeurs que d'acheteurs. Il y a beaucoup plus de gens qui cherchent à vendre ou à céder leur entreprise que de gens qui cherchent à en racheter. C'est pour ça que l'opportunité elle est incroyable en ce moment, parce que du coup tu peux racheter à des valeurs qui sont relativement faibles par rapport à tout le travail qui a été fait dedans et la valeur de l'entreprise. Nicolas en parlera mieux et il vous en parlera pendant la semaine des repreneurs, mais il y a des boîtes qu'il a rachetées sur lesquelles la valeur du patrimoine de la boîte était supérieure à la valeur de rachat. C'est-à-dire que dès le jour numéro 1, tu as fait une opération qui était rentable. Tu as racheté une boîte qui, en fait, vaut plus cher par sa valeur, non pas par rapport à une estimation, je te parle par rapport à son immobilier, par rapport à des terrains, par rapport à tout ça, qui vaut plus cher, en réalité, que le prix que tu l'as payé. Donc, tu es en opération blanche dès le jour du rachat. C'est comme si tu ne l'avais pas payé, en fait. C'est comme si tu l'avais eu à 0 € cette boîte. Donc, voilà, ce que je veux simplement vous transmettre par rapport à cette première vidéo que j'ai faite dans ce contexte-là pour parler d'entrepreneuriat, c'est de dire intéressez-vous au sujet quand même de la reprise. Il y a une opportunité incroyable, que vous soyez déjà entrepreneur aujourd'hui et que vous vouliez faire de la croissance externe, ou que vous soyez un simple curieux ou un salarié qui cherche une reconversion professionnelle ou qui cherche à entreprendre. En fait, clairement, il y a beaucoup moins de risques aujourd'hui à reprendre une boîte qui a une existence depuis 5, 10, 15, 20, 30 ans plutôt que vouloir créer une nouvelle boîte avec une nouvelle idée farfelue et potentiellement une idée que vous n'avez pas aujourd'hui. L'avantage d'aller sur une boîte qui est à reprendre, c'est que la boîte, elle a déjà un modèle économique, on sait déjà ce qu'elle fait, il n'y a pas besoin d'avoir de nouvelles idées sur « ok, qu'est-ce que je pourrais faire qui serait novateur, etc. » Non, il n'y a pas besoin. Il y a un modèle qui est approuvé, qui a été testé depuis des années, il faut juste le continuer et le pérenniser. Ça ne veut pas forcément dire que vous serez forcément dans l'opérationnel de cette boîte au quotidien, parce que ça peut être vu comme un investissement purement financier. Donc dans certains cas, il y a des gens qui vont se dire « moi je veux en faire mon métier », d'autres certains vont se dire « j'en vois comme un investissement ». Chacun pourra l'adapter en fait à sa situation, à ce qu'il a envie de faire, etc. Sur ce que je vous propose les amis, inscrivez-vous à la semaine des repreneurs, c'est gratuit, ça commence à partir du 10 juin, je vous mets le lien quelque part, vous le trouverez autour de cette vidéo. La semaine des repreneurs c'est quoi? En fait on va avoir donc plusieurs phases, on va avoir une première phase dans laquelle on va vous expliquer ce que c'est que la reprise d'entreprise, comment ça marche, comment trouver une boîte, etc. Vraiment les grands principes de la reprise d'entreprise parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont vraiment novices sur ce domaine-là. Et la semaine juste après, on va faire le défi repreneur dans laquelle on va vous expliquer tout simplement et on va faire ensemble la recherche d'une boîte à reprendre en 5 jours uniquement. Ça va être incroyable, c'est totalement fou, tout est gratuit. Ça commence le 10 juin, donc je vous invite à vous inscrire les amis et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.